Bienvenue à vous, je m'appelle Thierry Portag et je me réjouis de faire l'émission de Weltempfänger d'aujourd'hui. J'étais tellement impatient de faire cette émission parce que j'ai la chance d'avoir un rendez-vous avec une artiste exceptionnelle qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus. Béatrice Mellinger, ou Bella, son signature d'artiste, était née en Martinique dans la Caraïbe. Elle a profondément étudié la peinture. L'œuvre de Béatrice inclut des références à ses ancêtres à la fois asiatiques, africains, européens et à sa lieu de naissance avec son propre héritage multiethnique. D'après Béatrice, la peinture est une langue universelle qui augmente la conscience et la compréhension d'autres cultures. Au-delà, Béatrice préfère la peinture abstraite car on est plus libre dans le processus créatif. Béatrice vit à Saint James, à la Barbade, où elle crée son travail vibrant. Et c'est pour cette raison-là que j'espère que la connexion par Skype soit bien. Béatrice, bonjour. Bonjour Cyrine, je te remercie de m'avoir invitée à ton émission. Comme tu viens de le faire à l'instant, je m'appelle Béatrice Mellinger ou Béatrice Mellinger pour ceux qui préfèrent l'anglais. Et je suis originaire de la Martinique. Je vis à la Barbade maintenant depuis 2 ans. Auparavant, j'ai passé de longues années en Amérique latine, également aux États-Unis. Très bien. Et donc, je m'exprime au travers de la peinture pour raconter un petit peu mes expériences. Très bien. Je veux te remercier pour m'accorder cette interview. On discutera de l'art, on parlera de toi naturellement et aussi un tout petit peu de moi. Or, il tombe sous le sens que c'est pas moi qui est en ligne de mire, mais c'est toi et ton œuvre qui est au cœur de cette émission. Tu vas nous raconter de toi et ton parcours professionnel. J'ai tout un paquet de questions, alors moteur. Que peut l'art pour la vie? À mes yeux, l'art peut lier tous les champs de la vie par biais de l'observation, la documentation qui suit et la propre interprétation. Les connaissances qu'on reçoit révèlent un propre monde à point de vue qui se constitue par le biais de l'interaction, des pensées et de la réalisation. Grosso modo, c'est cette zone de tension qui ne cesse pas de me fasciner dans l'art. Pourquoi as-tu, Béatrice, choisi la peinture? Pourquoi tu t'exprimes à travers de ce médium? J'ai choisi de m'exprimer au travers de la peinture après avoir suivi des cours de céramique au Brésil. C'était dans les années 98-99. Et je me suis rendu compte que pendant le processus créatif, ce que je préférais par-dessus tout, c'était dessiner et peindre sur les œuvres réalisées. Donc, en fait, il y a eu une évolution naturelle qui s'est faite à l'époque, la peinture étant relativement facile comme langage universel, certainement plus facile que la poésie et même que la danse et la musique. Disons que j'ai toujours pratiqué l'art à un niveau, je vais dire, un peu débutant parce que c'est vrai que j'ai pratiqué la danse pendant de longues années, mais en ce qui concerne la peinture, ce n'est que des années plus tard que je me suis complètement investie disons que j'ai voulu m'exprimer. Ah, c'était en ce moment-là. Alors, c'était quoi la raison pour exercer l'art comme profession? C'était quoi la motivation initiale? Qu'est-ce qui te fascine au monde de l'art? Comme je te disais à l'instant, l'art a toujours été important dans ma vie et j'ai beaucoup pratiqué la danse. Je continue à la pratiquer encore et j'ai fait un peu de théâtre, mais je crois que je me suis orientée vers la peinture parce que c'était une activité qui me permettait de créer, de construire et que je pouvais exercer librement, quel que soit le lieu où j'habitais et sans vraiment avoir de contraintes d'horaire. Et ma motivation initiale, si tu veux, c'était d'échanger avec les autres, d'exprimer mes sentiments, de peindre au gré de la perception de ce qui m'entourait, de raconter mes expériences, mes voyages, au travers des formes et des couleurs. Là, on trouve en très grande consonance. L'art déverrouille des portes et ouvre des nouvelles perspectives. C'est une façon d'exprimer des sentiments, comprendre des rapports plus profondeurs. Bref, j'ose dire un lien avec l'univers.
L'art est quelque chose d'immatériel partant de l'inspiration et l'intuition et n'est pas forcément en valeur. Il est quelque chose d'indispensable et un bien important dans notre culture. D'ailleurs, as-tu jamais eu la peur de traverser des périodes de galère, de manquer d'argent par exemple? En tant qu'artiste, oui, très certainement. Mais je pense que ce n'est pas, si tu veux, on se remet quand on est artiste, je veux dire que ce soit dans la musique, que ce soit dans la peinture ou un autre domaine, on se remet sans cesse en question. Parce qu'il faut toujours travailler, évoluer. Et je pense que le fait de se poser des questions, de se poser à un moment donné et de se remettre en question permettent de mieux évoluer. Et en fait, ce qui me fascine dans le monde de l'art, c'est aussi cette diversité, cette multiplicité des approches, des techniques, la recherche constante, l'évolution permanente, parce que chaque peinture comporte des défis visuels et pose de nouvelles problématiques qu'il faut savoir résoudre. Mhm. Et je pense aussi que une fois la décision est prise, il faut s'impliquer à fond. Oui, bien sûr. Je pense que tout artiste, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine de la musique, que ça soit la peinture ou autre, on a toujours des périodes de creux parce que bien sûr on dépend pas seulement de ce que l'on produit, mais aussi le fait que le public aime ou n'aime pas ce que l'on peut produire. Donc oui, c'est vrai qu'il m'est arrivé, par exemple à certaines expositions, de ne pas peut-être pas avoir le succès escompté, mais du moins de ne pas avoir pu vendre toutes les œuvres qui étaient exposées. Mais au-delà de ça, ça ne comment dirais-je, ça ne m'embête pas plus que ça entre guillemets parce que bien sûr c'est important de vendre, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir échanger avec le public. Il faut qu'il y ait une interconnexion entre le public et l'artiste. Et pour moi, je pense que ça, c'est très, très important. Hmm. Je trouve aussi important d'être congruent avec son œuvre, n'est-ce pas? Oui, Oui. oui, absolument. Et si tu veux, quand on est artiste, je pense qu'un artiste, il le fait par passion. Il ne peut pas le faire, je veux dire, uniquement pour des raisons financières. C'est sûr, ça compte, mais pas uniquement ça. Je pense que la passion, elle prime avant tout. Oui, tout à fait. De quelle manière ta langue artiste a-t-elle changé dès que tu as commencé d'appliquer ton art dans un cadre professionnel? Dès que j'ai commencé à travailler en tant qu'artiste professionnel, cela nécessitait bien sûr plus de suivi administratif, avec par exemple la création de mon site internet, la rédaction de documents nécessaires aux expositions, le suivi avec les clients. Et cela a également nécessité la disponibilité pour les voyages aussi, parce que je tiens à être présente lors des vernissages des expositions. Et comme je le disais, c'était dans le but de pouvoir rencontrer le public et de discuter de mon travail. Et par ailleurs, je n'ai pas souhaité une évolution vers une approche commerciale de mon art, parce que comme tout à l'heure, je te disais que c'est vrai qu'on connaît des périodes de galère en tant qu'artiste, mais l'aspect commercial si tu veux, ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, quand quelqu'un se procure une œuvre, je pense qu'elle doit être unique. Mm-hmm. Chaque personne qui se procure une œuvre, pour moi, l'œuvre doit être unique. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas souhaité une évolution vers une approche commerciale de mon travail. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu sais, étant musicien moi-même, je trouve que c'est important d'enfoncer le clou pour gravir les échelons et de ne pas jeter l'éponge, car on ne fait pas un tabac du jour au lendemain. Et je pense que et je pense que c'est possible de cartonner sans pour autant trahir ses principes. Oui, mais oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut savoir, comment dire. Essayer, essayer, si tu veux,
ne pas essayer de vendre son âme, voilà. Oui, oui, désespérément essayer d'être dans le vent, d'être branché. Voilà. Oui. Alors maintenant, on va passer un peu de musique. Il s'agit d'une très belle chanson avec comme titre Panama, d'un groupe qui s'appelle Udu et qui vient de Martinique. Pourquoi as-tu choisi cette chanson-là, Béatrice? Et pourquoi j'ai pas compris les paroles? Alors, la chanson Panama est du groupe Oudou. C'est un groupe je dirais, de plusieurs identités musicales. Parce que la chanteuse, elle est chilienne. Il y a donc des chansons en créole, en espagnol ou en portugais. Et pour moi, c'était important de faire connaître la musique de la Martinique, mais avec une sonorité caribéenne. Et cette chanson Panama est également importante dans l'histoire de la Martinique et des Antilles en général, parce que ce morceau, donc Panama, qui est en créole, raconte l'histoire des Antillais qui sont partis au 19e siècle pour se rendre au Panama pour la construction du canal. Et bien sûr, à l'époque, ils sont partis avec enthousiasme et dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais malheureusement, sur place, ils ont fait face à une vraie désillusion, des souffrances et des difficultés par rapport à la famine, les tremblements de terre, les inondations, les incendies, la fièvre jaune. Et beaucoup d'Antillais ont perdu la vie à l'époque dans ce projet qui avait été jugé irréalisable par les experts de l'époque. Donc maintenant au Panama, actuellement au Panama, il y a une grosse communauté d'Antillais qui vit là-bas. Waouh, il y a toute une histoire derrière cette chanson. Moi, je pensais qu'il s'agissait d'une chanson plutôt joyeuse. Je me suis trompé alors? Oui, un petit peu. Mais disons que en français, on dit un hommage. Voilà, c'est un hommage à ces Antillais qui sont partis pour la construction du canal de Panama. Je trouve ça magnifique. Voilà, Panama.
On se trouve toujours à Stadtfilter. Je suis en plein milieu d'une interview avec une artiste exceptionnelle qui habite à la Barbade. C'est Béatrice Mellinger. Est-ce que tu peux également nous résumer ton parcours artistique jusqu'à aujourd'hui et de quel instrument joues-tu, Céline? Tout d'abord, je me contente de jouer la guitare, car soyons honnêtes, rien ne vaut jouer une gratte branchée sur un ampli à plein tube, c'est tout simplement trop de la balle. J'étais depuis toujours attiré par la musique, que soit le style, mais pour l'essentiel, j'étais avant tout branché sur le rock. Et là, les guitaristes m'ont impressionné, donc je me suis intéressé d'abord à ça. Alors j'ai commencé à jouer la guitare à l'âge de 9 ans, en suivant des cours. J'ai pratiqué comme un toqué pour atteindre un niveau élevé. Et à peine je maîtrisais les premiers morceaux que déjà j'avais fondé un groupe. Et après quelques années, je me suis produit tout autour de la Suisse, avant tout avec mes frères, car ils tombent bien pic qu'ils jouaient respectivement la basse et la batterie. Depuis, j'ai enregistré plusieurs des disques que je me suis produit en Europe et aux États-Unis. Actuellement, j'ai plusieurs de formations, précisément dit un duo acoustique, un groupe de rock, de même qu'un programme solo acoustique dont le premier concert était un succès fulgurant d'ailleurs. C'était un coup de bol. Et oui, c'est juste la limite d'être sur scène et se donner à fond sans faire des prisonniers. Et on apprend sur le tas. En sachant que c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, j'essaie toujours de jouer le tout pour le tout. Comme c'est bien de jouer gros, mais on doit se rendre compte si ou non un projet tient la route. À part cela, je bats le tambour pour ma propre école de guitare à Zurich. Béatrice, quel artiste, par exemple de l'impressionnisme ou l'expressionnisme ou période, ont influencé tes œuvres? Alors, les artistes qui ont influencé mes œuvres et généralement la façon dont je travaille sont les artistes qui se remettent en cause. Comme tu disais tout à l'heure, il faut beaucoup travailler. Et donc, les artistes comme Cézanne, qui orientent essentiellement son travail vers la synthétisation des formes, la décomposition des volumes, l'orientation des plans par touche, et aussi qui a approfondi la recherche d'un espace pictural totalement autonome à travers de quelques grands thèmes, comme par exemple la montagne Sainte-Victoire. Il y a un autre artiste aussi que j'admire, c'est Matisse, parce qu'il il a amorcé plus loin les recherches fondées par le mouvement fauve, en employant des couleurs vives et en évoluant toujours vers une plastique linéaire et sculpturale au service de la composition. En fait, ce sont des artistes qui ont eu des répercussions majeures sur l'art moderne. Et comme je te disais précédemment, il faut beaucoup travailler. Quelle que soit la passion que l'on a, il faut travailler constamment pour évoluer. Et d'ailleurs, il y a un autre artiste dont j'admire énormément le travail, c'est Gerhard Richter, qui est un peintre allemand contemporain. Et c'est un artiste qui se remet constamment en question. Il travaille énormément. Et côté musique, je dois dire qu'il y a un artiste qui m'a toujours impressionné, mais malheureusement il est décédé en début d'année. C'est David Bowie, qui était un artiste multifacette et qui était pour moi un génie et un visionnaire qui se réinventait sans cesse et qui travaillait énormément. On est sur le même bateau là? Oui, tout à fait. Mais je pense que tu as trouvé ton propre style. Tu sais, avec toutes ces influences. Oui, en fait, la manière dont mon travail a évolué, c'est tout d'abord, bien sûr, j'ai fait du figuratif, mais après, j'ai évolué très vite vers l'abstrait parce que je me sentais un petit peu prisonnière. J'avais besoin de sortir des barrières. Et je pense que l'abstrait me permet de travailler de façon plus libre. Et ce que j'essaie de faire depuis quelques années, c'est de travailler sur des thèmes propres à la Caraïbe.
j'ai d'abord commencé à travailler sur l'histoire de la Caraïbe en parlant des premiers habitants des Caraïbes. Mais je pense qu'on va y venir un petit peu plus tard. Oui, je pense aussi. D'où te vient cette passion pour la musique, Cyrine? Comment dirais-je? Je suppose que j'étais depuis toujours accro des mélodies et j'avais toujours chanté. Plus tard, c'était avant tout la guitare que j'avais imitée, avec ma voix, ça veut dire. En dehors de cela, quand j'étais petit, j'ai passé souvent des vacances en Allemagne, chez une famille dont le fils aîné avait une large collection de disques. Il jouait aucun instrument, or il était un grand amant de musique. Et de fait, c'était là où j'ai connu beaucoup de musique. Manifestement, cela a déclenché quelque chose que j'avais déjà en moi. Et c'est certain, c'est une passion sans borne qui est au cœur de ce que je fais. Et je me suis aperçu qu'il faut être artiste corps et âme pour faire l'affaire. Quelle matière utilises-tu pour tes œuvres? J'utilise différentes matières pour mes œuvres. Par exemple, pour la série sur laquelle je travaille en ce moment, qui s'intitule High Tide, qui veut dire marée haute en français, et qui fait référence à la montée du niveau des océans. J'emploie une technique mixte, utilisant comme matériaux des acryliques fluides, des peintures iridescentes et interférentielles. Ces peintures, en fait, elles opèrent un changement de couleur selon l'angle de vision. C'est-à-dire selon la manière dont on regarde le tableau, la couleur va changer. J'utilise également de l'encre, des pastels à la cire et des pigments purs pour cette série. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a une couleur que tu utilises abondamment? J'aime beaucoup le bleu. J'aime beaucoup le bleu. J'ai tendance à utiliser le bleu avec beaucoup de couleurs chaudes. Ah, c'est Le super. rouge, l'orange, le jaune. Mais c'est vrai que dans la plupart des tableaux, j'utilise beaucoup de bleu. Oui, je demande parce que ce que je trouve intéressant, rien de nouveau pour toi, et que selon les magasins de couleurs, la couleur la plus utilisée par les artistes, c'est le blanc, comme on l'use pour la sous-couche et pour l'éclaircissement. Et après, bien sûr, les couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Quelques artistes ont des couleurs préférées. Dès lors, Picasso avait sa phase bleue et sa phase rose. Ou bien Paul Cézanne, qui était connu, entre autres, pour son vert bleu extraordinaire. Oui, tout à fait. Je pense que, étant caribéenne, en fait, je pense que j'ai une attirance spontanée vers les couleurs chaudes. Oui, ça fait du sens. Oui. Alors, ta série Voyelle a pour thème le poème de Rimbaud avec le même nom. En fait, il s'agit d'un de ses plus célèbres poèmes. En outre, il semble que les cultures et les histoires d'autres pays sont bien au cœur de tes œuvres. Quoi exactement t'intéresse à l'origine d'une culture et pourquoi tu l'exprimes dans ton art? Alors, donc, pour répondre à ta question, je pense que les Caraïbes constituent une région d'échange et de mélange. Et je voudrais pouvoir partager toutes ces racines et cette culture. En fait, ce que je voudrais démontrer, c'est la richesse des échanges dans les pays de la Caraïbe et en cela refuser la standardisation. Alors, en résumé, à la lumière de ce que tu as dit, tu n'as pas sorti ces idées de ton chapeau juste comme ça, mais parce que tu as, on peut dire, un rapport étroit avec cette matière. Oui, parce que si tu veux, ayant passé de nombreuses années hors de la Caraïbe, je me suis rendu compte à quel point j'étais bien sûr attachée à mon île natale, mais à plus grande échelle à la Caraïbe et à l'histoire associée à tous ces pays. Alors, tu m'as dit qu'actuellement, à côté d'autres choses, tu travailles sur une série qui s'appelle High Tide et qui a pour thème le problème de l'environnement et la disparition des coraux de façon générale et en particulier dans la Caraïbe. D'ici 20 ans, les récifs coralliens des Caraïbes pourraient ne plus exister, dit-on. Il paraît que dans tes œuvres, tu t'occupes des choses comme cela, des thèmes assez actuels.
qu'est-ce qui t'a rendu sensible à cela et par exemple, quelle était la motivation ou inspiration pour ta série de Fallen Gods? Qu'est-ce qu'elle veut exprimer et c'est quoi la signification exacte de ces dieux? L'inspiration pour la série Fallen God, ça veut dire les dieux déchus, vient toujours de l'histoire de la Caraïbe. Comme je te le disais précédemment, je voudrais partager le patrimoine multi-ethnique spécifique de ces pays en évoquant les différents mouvements migratoires qui ont fait les Caraïbes. J'ai d'abord fait des recherches sur la civilisation amérindienne qui existait depuis des milliers d'années, bien sûr avant l'arrivée des Européens dans cette partie du monde. Et je me suis concentrée sur une partie de cette histoire, la disparition des dieux traditionnels en faveur de la religion des conquérants du Nouveau Monde. Et donc, ça, c'est la première étape de mon projet, de mon projet sur l'histoire de la Caraïbe. La deuxième étape que je vais démarrer après la série High Tide, c'est sur l'histoire, le mouvement migratoire venu d'Afrique. Nous en reparlerons. Maintenant, on va écouter une chanson de David Bowie. Ça tombe bien car je suis fan de lui depuis belle lurette. Une star globale et un artiste tout-terrain. Et avec un bon nombre de tubes. Cela dit, une question me monte aux lèvres car c'est surprenant qu'avec Jump, tu as choisi un morceau plutôt, je dirais, obscur et qui sort un peu de l'ordinaire. Pourquoi ? Oui, j'ai choisi un morceau qui sort de l'ordinaire mais qui raconte quand même une histoire que chacun de nous pourrait vivre un jour, c'est la disparition d'un être cher. Et dans cette chanson Jump They Say, David Bowie parle de son frère qui a disparu. Bien sûr, David Bowie est décédé en début d'année, mais il parle de la disparition de son frère qui s'est donc suicidé. Et c'est un thème, je veux dire, qui est quand même assez complexe, mais qui peut toucher chacun d'entre nous. Et aussi Bowie, dans cette chanson, il parle de ses propres sentiments et parle du fait de faire un saut dans l'inconnu en tant qu'artiste, mais de façon métaphysique. Alors, Jump. The shaking man, a nation in his eyes, striped with blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire. They say, he has no brain. They say, he has no mood. They say, he was born again, they say. Look at him climb, they say. Jump. They say, jump.
something they feel he should get sometime. I say he should watch his ass, my friend. Don't listen to the crowd. Say, judge. They say, judge. They say, judge. Got to believe. They say, judge. Got to believe somebody. Judge. Got to believe. Judge. Got to believe somebody. Judge. Got to believe. Judge. Got to believe somebody. They say, jump. They say, jump. They say, jump. They say, jump. Toujours au microphone Thierry Pourtag, je suis en train de parler avec Béatrice Mellinger, une artiste exceptionnelle qui vit à la Barbade. La date 1492 apparaît souvent dans ta série de Fallen Gods, l'année où l'Amérique était découverte par Christophe Colomb. À quelle façon cet événement a-t-il un effet sur toi et c'est quoi la signification de cet événement dans tes œuvres? La date 1492 a, je pense, une signification importante pour le monde en raison des bouleversements qui ont suivi. La découverte des Caraïbes marque le début de la colonisation de l'Amérique par les Européens et fait de Colomb un acteur majeur des grandes découvertes des 15e et 16e siècles. En fait, son premier voyage est considéré comme la rupture majeure entre le Moyen-Âge et les temps modernes dans l'historiographie de la civilisation occidentale. Parce que bien sûr, après les voyages de Colomb, d'autres Européens vont se lancer dans l'exploitation du continent. Donc c'est vraiment une date importante pour le monde et pas seulement pour les Caraïbes. Tout à fait. Tu utilises des écrits ainsi que des éléments graphiques dans tes tableaux. Qu'est-ce qui t'a porté à ça? Sont-ils un moyen pour l'intermédiation ou c'était plutôt eux qui t'ont fait créer une œuvre? J'utilise des écrits ainsi que des éléments graphiques dans mes œuvres. C'est pour pouvoir compléter l'échange avec le public et faciliter l'interprétation des œuvres parce que avant tout, je fais de l'abstrait. Je voudrais que le public puisse comprendre ce dont je parle. Et les écrits, les éléments graphiques aussi sont liés à des thèmes qui me paraissent importants. Par exemple, dans la série The Fallen Gods, j'ai utilisé des écrits qui sont relatifs au christianisme, ainsi que des écrits qui retracent l'histoire des dieux amérindiens. Par exemple, dans la série Voyelle, une série que j'ai fait précédemment, qui est donc inspirée du poème de Rimbaud, j'ai utilisé certains passages du poème parce qu'il existe un système de correspondance entre les mots et les couleurs. Par exemple, la voyelle I, c'était la couleur du rouge, parce que le rouge, c'est l'ivresse, ça peut être la colère, ça représente, chaque couleur avait une correspondance avec un mot. Et donc, par exemple, dans la série Voyelle, il s'agissait pour moi de rendre compte de mes émotions en associant la poésie aux formes, aux couleurs et aux symboles. Ah, très bien. Alors, les écrits, ils servent d'un accès quelque part. Et
par ce moyen, tu soulignes un message, c'est ça? Oui, oui, absolument. Pour moi, le message, c'est faire comprendre notre culture, si tu veux, au travers de symboles, de formes et de couleurs. Et bien sûr, l'influence de mes ancêtres, comme on disait dès le début de l'émission, asiatiques, africains, européens. Donc, je veux parler de tout cet héritage multiethnique qui est en moi. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Quels sont les artistes compositeurs qui t'inspirent et que tu admires le plus? Et peut-être aussi ceux qui t'ont donné envie de faire de la musique? En un sens, on pourrait le résumer en disant que je suis fanat des artistes qui ont leur propre voix. Chez les compositeurs, j'adore Elton John, Bob Dylan, The Beatles, Cat Stevens, pour ne citer que quelques, car la liste est infinie. Chez les guitaristes, j'aime le plus Santana, Jimi Hendrix, Van Halen, mais aussi Mark Knopfler et David Gilmour, etc., etc. En tout, tous des musiciens avec un style aussi unique que touchant. En d'autres termes, je tiens de mettre en relief que pour moi, la technique et la connaissance sont des moyens pour passer un message. Autant dire que si on n'a rien à dire, le tout tombe à plat et c'est pas moyen de toucher les gens, les faire voyager, quelle que soit la technique. Oui. Et du départ, j'aspirais à une carrière de musicien, d'artiste, pour ne surtout pas avoir une vie rangée, comme ça aurait été très peu pour moi. Ça signifiait en quelque sorte de bosser d'arrache-pied, jamais baisser les bras et des fois même jouer des coudes sans ménagement. Au passage, il ne faut pas faire la chochotte, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça se passe tantôt bien, tantôt moins bien. En même temps, il va sans dire que de temps en temps, on doit se payer le luxe de laisser son esprit vagabonder. Et ensuite, on est de nouveau gonflé à bloc et surmotivé avec des idées qui se bousculent dans la tête. En somme, j'ose dire que je gagne ma vie en faisant quelque chose que j'aime. Donc, je fais d'une pierre deux coups. As-tu fait des expériences dans les champs graphiques? Oui, absolument. Dans la série sur laquelle je travaille actuellement, High Tide, j'utilise la photographie sous-marine dans le processus de création. Et ce processus de création est une technique mixte, alliant non seulement la photographie, mais également l'édition du projet numérique, l'impression pigmentaire, la peinture et la sérigraphie. Donc, toujours des écrits. Voilà. Moi, je trouve, en général, l'art est tellement intéressant parce que, outre le fait qu'avec l'art, on peut voyager dans le passé, il inspire, il élargit l'horizon, il est unique. Et puis, il existe autant d'œuvres grandioses. Qu'est-ce que tes œuvres doivent-elles déclencher ou exprimer? Alors, comment exprimer ça? Un tableau, pour moi, si tu veux, c'est un élément permanent. À la différence d'une fonction, par exemple la danse, le théâtre ou même un concert, puisqu'on parle de musique. Donc, pour moi, il faut que les tableaux soient beaux, mais aussi qu'ils créent des émotions permanentes et répétées et que les propriétaires puissent se les approprier. Parce que sinon, c'est pas la peine. Tout à fait. Voilà. Et en plus, l'art montre ce qu'on n'a jamais vu, elle touche le cœur, elle est fantaisiste. Par ce biais, en elle, on trouve des aspirations, des rêves, des idéaux, et j'ose te dire même le sens de notre être. Et parfois, elle agace et provoque, elle montre ce que pourrait être. Alors, on garde ce thème au chaud, car c'est grand temps pour encore un peu de musique. Cette fois-ci, on va écouter une chanson de Stromae. Stromae qui n'a pas besoin d'une introduction, car il est un monstre sacré dans le monde francophone. Pourquoi as-tu nous apporté une chanson de lui, Béatrice? Alors, j'ai choisi cette chanson Ave Césaria de Stromae parce que c'est un hommage à Césaria Evora, et qui est une chanteuse capverdienne populaire et qui a été surnommée la diva aux pieds nus et qui est malheureusement décédée en 2011. Et il lui a fallu du temps à cette dame pour se faire connaître de par le monde. Et c'est quelqu'un que j'admirais énormément. J'ai eu la chance de la voir en concert. Et c'est quelqu'un qui est, je dis qui était, mais pleine, une personne pleine d'humilité.
Et c'est une personne qui a touché mon cœur en chantant ce qu'on appelle la morna. La morna, c'est une musique qui chante l'âme capverdienne et donne corps à l'identité de cet archipel. Et en fait, elle combine les influences européennes et africaines. Et là, on revient toujours au métissage. Au métissage linguistique, religieux et culturel, parce que bien sûr, le Cap-Vert a été une colonie portugaise et je parle toujours de l'histoire dans mes tableaux et là encore, je reviens à l'histoire de l'esclavage parce qu'elle en parle aussi dans ses chansons. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu que l'on passe cette chanson, puisque c'est un hommage à Cesaria Evora. Ah, ça c'est super intéressant. Je viens d'apprendre que Stromae, c'est un artiste qui s'occupe très souvent des thèmes aussi sensibles, mais il arrive en même temps de les emballer de manière agréable. Oui, absolument. C'est quelqu'un que j'admire aussi, Stromae. C'est un petit génie, hein, Stromae. Ouais, on peut dire ça, oui. Oui. Sì, no va. Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années, une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. C'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années, une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. C'est sûr. Césaria, chapeau pour la route à pied. Nuet et nueté, diva aux pieds nus restera. Et à Césaria, et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigade à des millions de soldats dans ta patrie. Donc garde à vous. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années, une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr.
Soldadinha Cesária, oh saudade. Soldadinha Cesária, oh saudade. Oh saudade. Oh saudade. Oh saudade. Toujours à Stadtfilter avec l'artiste exceptionnelle Béatrice Mellinger. Alors Béatrice, c'est quoi le message de ton art? Alors, le message de mon art. Tout à l'heure, je disais donc que les Caraïbes constituent une région d'échange et de mélange. Et donc, le message à travers mes œuvres, c'est ça. Ce que je veux, c'est pouvoir partager les racines et la culture de ces pays qui composent la Caraïbe et en fait démontrer la richesse des échanges de tous ces pays. Mmh. Tu sais, c'est une question qui se pose car souvent les œuvres font allusion à l'histoire de l'art en soi, ou bien à la théorie de l'art ou encore aux autres sciences. Sur fond de cela, ces œuvres ne permettent plus de les comprendre d'emblée sans des connaissances spécifiques. Encore d'autres œuvres occupent des questions, je dirais, philosophiques en essayant de les illustrer avec des moyens plus ou moins graphiques. Si ou non ils ont arrivé à cela, on ne pourrait pas juger sans avoir la connaissance correspondante. Beaucoup de visiteurs du musée sont dépassés et donc se concentrent sur les anciens maîtres car c'est un point de vue largement répandu que les vieilles œuvres soient plus faciles à comprendre et donc savourer. Ce qui est faux, je pense, car malgré le fait qu'on reconnaît d'emblée ce qui est représenté, on court toujours le risque de se blâmer devant ces œuvres d'autrefois. Oui, parce que là aussi, on doit regarder les œuvres sous toutes les coutures et une certaine connaissance historique et l'analyse pénible est demandée, sans parler des falsifications. Alors, comment tu décrirais ton évolution comme artiste? Qu'est-ce qui t'a poussé ou démotivé? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu continues? Alors, mon parcours a commencé avec bien sûr une approche traditionnelle, des portraits, des paysages à l'huile. Et ensuite, il y a eu une évolution vers les matériaux acryliques, les textures, l'encaustique, avec un style plus abstrait, mais avec une approche toujours esthétique et avec toujours un thème qui me tient à cœur. Ce qui m'a poussée, ce sont avant tout les encouragements de ma famille et de mes amis. En réalité, comme je te le disais tout à l'heure, cela nécessite beaucoup de travail et de rigueur. Il faut constamment se remettre en question. Il est par ailleurs difficile de recréer ou de maintenir un réseau en fonction de mes nombreux déplacements parce que c'est vrai que j'ai vécu dans beaucoup de pays et c'est vrai que ça n'est pas toujours facile de maintenir un réseau de clients de cette façon. Oui, je pense pardon, que... excuse. Oui, vas-y. Oui, on est toujours là. Hein? Oui. Je pense que tu peux te considérer contente de bouger dans ce champ-là parce que j'ose d'ajouter que quelques œuvres de l'art nous subjuguent sur le champ, encore des autres ouvrent seulement après des années. Des fois, c'est le coup de foudre et parfois c'est un lent rapprochement. Sur le coup, on considère que ce qu'on connaît, ce qui est familier. Nous entrons dans un musée pas que avec nos yeux, mais aussi avec un sac à dos intellectuel, autrement dit avec nos pensées, attentes, préjugés et sentiments. Au début, nous regardons l'œuvre de notre point de vue et que, au fur et à mesure, nous remarquons que l'œuvre, lui aussi, a un point de vue. Il nous challenge et nous regarde. Et c'est pour cela que la réflexion sur l'art est aussi captivante, car il se constitue à la fois une sorte de dialogue, un rapprochement mutuel. Et mon sac à dos se fait secouer et peut-être se remplit de nouveau. Et parfois, on finit par être bousculé par une œuvre à tel point qu'on doit encore et toujours le regarder. Il nous accompagne dans nos pensées et devient un composant dans notre vie si étrange que cela semble. Qu'est-ce que tu penses, Béatrice? Je pense que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que ce qui est surtout vrai pour l'art abstrait, c'est que chaque artiste a une certaine interprétation de son œuvre. Mais ce qui est important aussi, c'est que le public, la personne qui regarde,
peut avoir une autre interprétation de ce tableau. Tout à Donc, fait. je pense que c'est à nous, en tant qu'artistes, de donner certains guidelines, entre guillemets plutôt, pour pouvoir emmener le public vers ce que l'on veut qu'il voit. Mais ça n'est pas toujours facile pour des choses très, très abstraites, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'essaie toujours d'accompagner d'un écrit la plupart des expositions auxquelles je participe pour donner un fil conducteur au public afin qu'il puisse mieux s'imprégner des œuvres. Ah, tout à fait. Par le passé, on avait l'expressionnisme, cubisme, surréalisme, etc. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, il n'y a ni de règles, ni de style de temps commun pour former l'art. Jadis, on avait reconnu comme l'art que 3 façons, la peinture, la sculpture et l'architecture. Aujourd'hui, les artistes ont à leur disposition un tas de styles, médias et techniques. Beaucoup d'artistes jonglent avec ces outils. Est-ce que tu planifies d'exprimer encore dans d'autres médias ? Probablement pas, mais j'aimerais bien accompagner plus mes expositions d'installations qui compléteraient les tableaux et qui les feraient vivre. Donc c'est un projet que j'ai, mais pas encore lancé. Ah, très bien. Béatrice, quelle était la plus sévère critique, le plus grand compliment que tu as jamais reçu depuis que tu es artiste ? Alors, je me souviens d'une critique particulière lors d'une exposition d'artistes caribéens. Une personne était venue voir mes œuvres qui étaient donc à l'exposition. Et cette personne me disait que mes tableaux ne relevaient pas de l'art caribéen, mais contemporain. Mhm. Donc, je lui ai donc répondu que, étant donné que je me considérais comme une artiste caribéenne, j'exprimais mes idées et mes émotions dans un concept contemporain et donc abstrait, parce qu'on peut être à la fois caribéen et contemporain. Mhm, mhm, mhm. Et en ce qui concerne les compliments, les collectionneurs en général sont heureux et fiers d'avoir acquis une de mes œuvres. Par exemple, dernièrement, un collectionneur me disait que tous les jours, il admirait les tableaux qui étaient installés chez lui. Il les a donc installés dans son hall au niveau de sa chambre. Et en fait, tous les jours, dès qu'il se levait, il avait les yeux posés dessus. Ah, c'est formidable. Oui, absolument. Et j'ai également eu des compliments de collègues artistes et ça me fait toujours chaud au cœur. Oui, c'est quelque chose qui te rend d'autant plus passionnante. Oui, mais tu vois, ce qui est important aussi au niveau de la critique, je pense qu'il faut savoir aussi accepter la critique constructive. Tout à fait. Parce que c'est important pour évoluer. Il faut savoir accepter ça. Oui, c'est un courant de pensée que je soutiens, d'autant plus que l'artiste regarde son œuvre déjà sous un jour critique. Pas toujours. Pas toujours, ouais. Pas toujours. Je pense que pas toujours. Pas Ouais. toujours. Oui, parfois on se trouve sur une, je dirais, vague. Parfois, Et c'est difficile de remonter sur terre. Oui, mais je crois aussi que, par exemple, dans mon cas, parfois je suis peut-être un peu trop critique avec une œuvre que je fais. Je me dis non, ça c'est pas terrible, ça il faut que je reprenne ça, que je reprenne ça. Alors que ça peut plaire à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est pas toujours facile. Impeccable. Alors Béatrice, on touche à la fin, mais c'est comme ça, les meilleures choses ont une fin. C'était une conversation qui ne laisse rien à désirer. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Tsérine. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, c'était réciproque. Et tu sais, et ce, malgré le décalage horaire, hein? Oui, absolument. Je crois qu'on a 6 heures de décalage horaire. Oui, c'est ça. Alors, on finit avec un morceau de Prince, de la vie générale, un des musiciens le plus doué qui jamais existé.
Et c'est un monument d'une chanson, Purple Rain. Ah, Purple Rain, là je fonds. C'est ton coup de cœur de Prince, Béatrice? Oui, parce que ça me rappelle ma jeunesse, Purple Rain. Pour moi, Prince, c'est un dieu. Prince, c'est un dieu et encore une fois, c'est un autre génie qui nous a quittés cette année. Alors, après Bowie, c'est Prince et c'est vraiment dommage. Et si tu veux, pour moi, Purple Rain, c'est une chanson mythique et si tu veux, j'associe ça encore à la peinture parce que purple, bien sûr, c'est issu du rouge et du bleu, ça donne le violet. Mais pour lui, Purple Rain, ça signifie que c'est la fin du monde et que l'on doit être avec celui que l'on aime et puis qu'il faut laisser sa foi nous guider. En fait, c'est un peu ça qu'il veut dire. Mais moi, j'associe ça plus à la peinture, aux couleurs. C'est ça, rien à ajouter. Alors, un grand merci Béatrice, merci beaucoup de m'avoir accordé cette heure. Merci à toi Tsering, à bientôt. À bientôt. Alors, c'était la conversation super intéressante avec Béatrice Mellinger, une artiste exceptionnelle qui vit à la Barbade. On peut trouver Béatrice Mellinger sur Facebook. Moi, je m'appelle Tsering Portag et à bientôt à Stadtfilter. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I'm the one who wants to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Kind of friend, hey. Baby, I can never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you underneath the purple rain. Honey, I know, times are changing. It's time we all reach out for something new. That means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you.